Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche. Comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de l'économie, de la bourse, d'analyser ce qui s'est passé la semaine dernière. On va en particulier analyser la tendance qui est en train de changer sur le marché d'actions. C'est le mouvement dont j'ai parlé dans mes dernières vidéos de Café Dimanche comme en des scénarios très probables qui est en train de se confirmer en ce moment. Dans cette vidéo, je vais essayer de se projeter encore une fois à l'avenir parce qu'il faudra revoir le modèle technique que je vous présente, que je ne cesse pas de vous présenter depuis le début de cette année, qui semble d'être cassé en ce moment et maintenant on peut se projeter dans une configuration légèrement différente. Donc ça va être une vidéo où on va parler pas mal de l'analyse technique qui nous permet justement d'analyser un petit peu l'humeur des marchés, l'humeur des intervenants sur les marchés boursiers. Voilà, avant de commencer cette vidéo, vais vous faire une vidéo sur l'analyse du bilan des entreprises cotées. Pour une des vidéos Café Dimanche où j'ai fait cette proposition, j'ai eu 500 likes. Et donc, pour vous remercier, je vais faire cette vidéo pour plus d'éducation. On va prendre une entreprise cotée, on va analyser son bilan. Je vais vous indiquer sur quel point il faut faire attention en particulier. Et ça permet également de rappeler que pour moi, les likes, c'est un point le plus important qui me permet d'estimer l'intérêt vers tel ou tel sujet. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mettre en like pour cette vidéo également, pour que je puisse développer cette chaîne qui reste toujours gratuite. Voilà, il y a quelques annonces aussi au début, parce que là, je commence à avoir un tout petit peu plus de temps. Donc là, je vais vous faire une vidéo, comme je vous ai dit, sur le bilan des entreprises. Mais aussi, je vais faire une vidéo un petit peu sur le vlog, en fait, parce que j'ai la chaîne Instagram, ou en fait, un compte Instagram, où je parle de la Provence, le sud de la France, où j'habite depuis un certain temps. Et je vais faire une vidéo de vlog un petit peu sur ma vie, etc., pour filmer un tout petit peu les environs, la nature magnifique dans laquelle je me trouve actuellement. Peut-être vous n'êtes pas loin, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en vacances en ce moment. Si c'est le cas, dites-moi ça dans les commentaires où vous êtes, si vous êtes dans le sud de la France, voilà, donc peut-être on n'est pas loin. Et voilà, donc c'est juste grâce au fait que j'ai pris aussi quelques jours de congé, et comme ça me permettra de faire quelques vidéos un petit peu sympathiques, un petit peu décontractées. Et aussi, j'ai prévu de faire une vidéo sur la géopolitique. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop de parler de ces sujets, qui préfèrent de se concentrer sur les sujets boursiers, mais malheureusement, surtout cette année 2022, on ne peut pas prendre l'abstraction de la géopolitique parce que c'est elle qui influence énormément les marchés et notamment les pronostics de l'inflation. Voilà, donc là, on va commencer par l'analyse de notre tableau de bord et on va parler bien évidemment de l'indice américain S&P 500. Bon, comme vous savez très certainement que cette semaine, c'était une des meilleures semaines des dernières années. Bon, je ne me souviens même pas si on a eu dans le passé récent les semaines aussi performantes parce que les grands indices américains ont fait plus de 4%, donc c'est vraiment impressionnant. Et ça, c'était justement le mouvement technique parce que nous avons nous avons cassé une résistance très importante. Justement, on va commencer à regarder l'analyse technique. Et ce fameux modèle que je vous ai présenté depuis déjà pas mal de temps, c'est le modèle, il a été cassé. Donc là, il a été entamé, je dirais, en janvier 2022. C'est vraiment pile poil la première séance de l'année. Et nous étions dans cette configuration de baisse pendant tout ce temps-là. On a vécu la crise de l'Ukraine, on est ressorti par les impulsions haussières vers mars-avril, vers fin mars. Mais par contre, le marché dans cette période-là, il était extrêmement volatile. Donc du coup, la sortie du canal était presque normale parce que quand il y a beaucoup de volatilité, nous pouvons recevoir beaucoup de faux signaux de point de vue technique. Donc c'est-à-dire parce qu'on peut facilement casser les niveaux, mais ça sera des vraies cassures. Et il faut attendre plusieurs confirmations pour vraiment faire une conclusion que le niveau a été cassé. Donc vous pouvez me dire la même chose que pour la cassure que nous vivons aujourd'hui, mais par contre, elle s'est fait dans des volumes très importants et elle s'est fait dans un contexte d'une volatilité moins importante. Bon,
la volatilité, si on prend comme référence l'indice VIX, je vais rappeler encore une fois, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans mes vidéos, mais pour ceux qui sont nouveaux, si c'est votre cas, bon, bienvenue déjà tout d'abord. Mais l'indice VIX, c'est un indice qui permet d'estimer la nervosité du marché. En fait, en gros, parfois on l'appelle l'indice de la peur. Il est construit comme un straddle sur les options et the money sur l'indice S&P 500. Donc d'ailleurs, j'en parle de ce produit dans mon club Option Invest, donc parce que là je suis assez spécialisé sur les options, sur l'investissement avec des options, parce que ce ne sont pas uniquement des produits pour la spéculation, comme ils ont réputation d'être. C'est pas tout à fait juste, même c'est pas du tout juste. Mais, et donc, du coup, cet indice, elle permet de mesurer la volatilité implicite des futurs sur l'indice S&P 500. Voilà. Grosso modo, si je simplifie à fond, c'est ça. Donc, je ne suis pas parfaitement exact. Pour ceux qui ont déjà des connaissances dans les options, excusez-moi, j'essaie d'être clair, d'être synthétique pour des personnes qui ne sont pas experts dans les options. Voilà, grosso modo, cet indice, il est très très volatile lui-même, donc même s'il mesure la volatilité, du coup lui-même il est très volatile. Et actuellement, nous trouvons sur un niveau, juste pour vous donner quelques repères, de 21. Donc c'est un niveau moyen, on va dire. Donc quand on était pendant les programmes de quantitative easing, donc quand les marchés étaient super calmes, on est descendu jusqu'à 14. Mais c'est encore une fois, ça peut en quelques jours, ça peut passer à 14 ou à 30 ou à 40 s'il y a des choses inattendues qui se passent sur le marché. Quand il y a des grosses crises, quand il y avait une crise en Ukraine, justement quand elle s'est déclenchée, on a passé vite au-dessus de 30, vers 40. Pendant la crise des subprimes, on a atteint même jusqu'à 80. Et c'était la même chose pendant la crise de Covid. Donc plus il y a de l'incertitude, plus il y a on va dire, des points sur cet indice VIX. Donc grosso modo, il estime la manque de visibilité. Donc aujourd'hui, quand on voit 21, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine visibilité selon le marché des options. Mais le marché des options, en fait, non seulement ce sont des instruments très puissants qui permettent d'une gestion de risque très très sécurisée, en fait très très conservative, parce que quand vous achetez les options, je précise les acheter, surtout ne les vendez pas, vous maîtrisez à 100% votre risque, parce que c'est comme des assurances, vous payez une prime, donc du coup si votre scénario ne se réalise pas, vous perdez la prime, quoi qu'il en arrive, même s'il y a une guerre nucléaire, si les marchés sont fermés, vous n'allez jamais perdre plus que votre prime. Donc ça c'est vraiment excellent, et ça c'est vraiment le point le plus fort des options. Mais en plus, ce marché, il a une particularité d'avoir une valeur analytique. Grosso modo, parce que c'est le seul marché où on peut analyser la volatilité implicite, parce que c'est un des paramètres de valorisation des options. Quand vous voyez l'option qui coûte genre 10 dollars, ça veut dire qu'il y a des paramètres genre le prix de ce jacent par rapport au prix d'exercice, mais aussi il y a le paramètre peut-être le deuxième paramètre principal de valorisation, c'est la volatilité. Parce qu'évidemment, le coût pour assurer l'actif comme Bitcoin ne va pas être le même que pour assurer l'actif comme le 10 ans français. Donc évidemment, la volatilité n'est pas la même. Donc du coup, les accidents, en quelque sorte, si vous voulez, sur ces actifs se passent de manière beaucoup plus probable sur Bitcoin que sur la dette française. Voilà, grosso modo, le principe dans les très grandes lignes, il fonctionne comme ça. Et quand on voit 21, cela veut dire que le marché, il est plutôt calme. Il n'est pas parfaitement calme comme on était pendant les programmes de QE, quand on savait que la Banque centrale, quoi qu'il arrive, est toujours derrière. Mais cette situation a évolué. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est la mutation de la situation économique la plus importante que nous vivons aujourd'hui, que maintenant on n'a plus ce filet de sécurité de la Fed et de la BCE. La BCE, on en a encore formellement, mais il n'est plus fiable ce filet, donc on ne peut plus trop compter là-dessus pour longtemps. Voilà, et donc on ne peut pas comparer quand même aujourd'hui la période actuelle par rapport à la période pendant les programmes de QE, parce que pendant les programmes de QE, évidemment, quand il y a une grosse institution comme ça qui soutient les marchés, on peut être tranquille biche, comme je dis, à investir à fond et ne pas trop réfléchir. Maintenant, on est plus dans la situation comme on était avant la crise des subprimes, avant la crise de 2008-2009, quand les marchés étaient plus efficients, les marchés étaient moins administrés. Donc maintenant, quelque part, nous revenons à la normale. Vous voyez, le paradoxe, je vais faire un petit peu de la philosophie avant de revenir sur mes graphiques, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend beaucoup de commentateurs sur Internet, des experts dans tous les sens, qui disent que voilà, c'est la catastrophe, voilà, maintenant c'est l'inflation, c'est les banques centrales qui en sont coupables. Après,
L'inflation et qui est coupable de l'inflation, c'est un sujet très complexe. J'en ai déjà parlé parce qu'il y a plusieurs composantes. On peut reprocher certaines choses à la Banque centrale, mais clairement, nous ne sommes pas la principale cause de l'inflation. Donc là, j'en ai déjà parlé sur ma précédente vidéo, je ne veux pas me répéter 10 000 fois. Mais dans tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans la réalité des choses, c'est la normalisation. Donc nous revenons après la fermeture totale de l'économie dans quelque chose de plus logique, plus naturel. Donc du coup, ça crée effectivement un certain phénomène, notamment le phénomène de l'inflation. Mais aussi, nous revenons dans la situation plus normale de point de vue de la gestion monétaire. Vous voyez, donc c'est peut-être n'est pas la meilleure approche que je fais pour ma chaîne, pour le développement de ma chaîne, parce que c'est beaucoup plus facile de vendre l'avis apocalyptique, de dire qu'ah non, c'est la fin du monde, qu'on va tous perdre nos boulots, tous nos comptes fermés, notre compte bancaire seront fermés et les assurances vie volées. Mais malheureusement, bah, évidemment c'est une blague, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous vivons plus le retour à la normale. C'est plutôt entre 2008-2009 et jusqu'à 2022, nous vivions dans le mode bisounours où c'était pas normal que les banques centrales aidaient à chaque fois au marché. Maintenant, ils aident moins. Et donc, du coup, nous vivons plus dans un marché capitalistique où les marchés vont commencer à représenter les réalités économiques. Certains vont me dire que, Pavel, les marchés qui montent aujourd'hui n'ont aucun rapport par rapport à la réalité économique. Ce n'est pas totalement faux, mais encore une fois, je reviens sur ma précédente vidéo Café Dimanche si vous n'avez pas vu, je vous conseille vivement parce que j'ai parlé la semaine dernière d'un point super important pour ceux qui démarrent en bourse. Pour comprendre quelque part la psychologie du marché, que les marchés, elles tradent les anticipations. Donc vous allez jamais gagner de l'argent si vous tradez les faits. Donc ça veut dire, je précise, je veux peut-être de manière très synthétique répéter ce que j'ai dit, c'est que le marché, il vit dans l'avenir. Dès qu'on sait quelque chose, dès qu'on sait que par exemple la Fed il a annoncé qu'elle va faire quelque chose, c'est trop tard déjà. En fait, ce qui compte pour les marchés et ce qui fait bouger les cours de bourse et les cours des indices, c'est le changement des anticipations des marchés. Donc du coup, avant, le marché il a anticipé la hausse des taux, il chutait, et maintenant, il anticipe le ralentissement de la hausse de taux. Et c'est pour ça qu'il remonte. Vous voyez, donc ça n'est pas tout à fait logique, parce que si vous ouvrez le livre de l'économie, vous allez dire que les marchés baissent quand les taux d'intérêt montent. C'est vrai, le taux d'intérêt, je parle des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Et vous pouvez vous dire que maintenant, les marchés devraient normalement baisser. Mais c'est parce que les livres ont été écrits par des théoriciens et pas par les traders. Tous les traders savent que le marché, dès qu'il a déjà compris que les taux sont en train de monter, il va anticiper l'époque d'après, peut-être même plusieurs générations après, il va commencer à voir qu'est-ce qui va se passer où il va s'arrêter. Maintenant, selon Bloomberg, c'est pas moi qui invente, le consensus du marché que les taux aux États-Unis vont remonter jusqu'à 3,3%. Ça reste en cours de la marge pour quelques hausses de taux, même des hausses assez significatives. Et pourtant, les marchés, après ce niveau-là, ils anticipent qu'il y aura un certain tapering en fait, sur la hausse des taux et probablement à terme la baisse des taux. Pourquoi le marché peut anticiper aujourd'hui la baisse des taux quand l'inflation elle est tellement importante? Bah justement parce que cette inflation elle est synthétique, cette inflation, pourquoi Jerome Powell pensait qu'elle était temporaire? Bah, tout simplement parce qu'elle est structurelle après la réouverture du Covid. Et cette inflation n'est pas liée, ça je vais me prendre énormément de hate, elle n'est pas liée au programme de quantitative easing. Je sais que dans tous les fers à repasser, dans toutes les télés, machin, on vous dit que l'inflation, c'est parce qu'on imprimait de l'argent. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'aimerais bien vous demander 500 likes encore pour vous faire une vidéo sur le mécanisme financier et le mécanisme comment la banque centrale injecte de liquidité dans le système, mais j'ai peur que ça va être un peu ennuyeux comme vidéo, c'est très complexe. Et pour les trading, pour l'investissement, ce n'est pas forcément utile de comprendre comment ce mécanisme fonctionne. Il suffit de comprendre que les quantitative easing, de telle manière comme elles étaient implémentées par la Fed, n'ont pas l'impact direct sur l'inflation. Ça peut être vraiment pas très naturel à comprendre, mais grosso modo, comprenez bien que l'inflation, c'est la hausse des prix dans l'économie réelle.
Les QI, ce n'est pas par rapport à l'économie réelle. Les quantitative easing, l'assouplissement monétaire, c'est par rapport à l'économie financière. Donc ça, en gros, la banque centrale, elle crée des réserves pour les autres banques commerciales, comme Société Générale, pour BNP, JP Morgan, je sais pas, Bank of America. Et ensuite, c'est ces banques commerciales qui vont prêter ou pas, et ça c'est le mot-clé, ou pas, aux particuliers, aux entreprises, et ça peut créer éventuellement de l'inflation. Mais est-ce qu'ils vont prêter? Ça, c'est une grande question. Ils vont prêter peut-être s'il a de la demande, s'il a de la croissance économique, mais s'il n'y a pas ni de la demande ni croissance économique, ils ne vont pas prêter, ils vont juste garder cet argent pour le réinvestir dans d'autres marchés. En fait, effectivement, on peut dire que les quantitative easing, ils créent des bulles sur les marchés, ils génèrent de l'inflation, mais ils génèrent de l'inflation des actifs financiers. Ils génèrent de l'inflation sur le marché d'actions, mais pour nous, c'est très très bien. Ça génère des bulles sur les marchés comme le Bitcoin, comme l'or, comme je sais pas quoi, les matières premières éventuellement, mais ça reste pas de l'économie réelle, ça reste de l'économie de finance papier, on va dire quelque part. La finance sans visage, si vous voulez, si vous préférez ça comme terme. Voilà, maintenant je vais revenir sur les graphiques. Donc je suis bavard, peut-être heureusement ou malheureusement, mais dans tous les cas, voilà, je fais un petit détour sur la macro et pour vous expliquer que aujourd'hui, la tendance qui change, c'est plus logique. En fait, c'est un petit peu plus fiable ce cassure que cette cassure que nous avons vue pendant la crise de la guerre en Ukraine. Parce que ici, entre 24 février et fin mars, quand on a commencé à voir un peu plus clair sur ce conflit, nous vivions dans un monde qui était complètement aberrant. Genre, on parlait de la guerre nucléaire, on parlait de tout n'importe quoi. Donc, et moi-même, hein, aussi sur ma chaîne, j'étais complètement en panique. En plus, j'ai des origines russes, donc du coup, ça m'a touché particulièrement. Et donc là, effectivement, ma stratégie elle a beaucoup souffert en fait pendant cette période-là parce que c'est vraiment un scénario auquel je n'étais pas du tout prêt. Donc du coup, cette cassure, même s'il peut paraître vraiment comme très fiable, elle n'était pas si fiable que ça parce qu'il s'est déroulé dans un contexte d'une volatilité, d'une incertitude totale. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de certitude, et y compris sur la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais enregistrer une vidéo sur la géopolitique. Et maintenant, on peut effectivement plus facilement se projeter avec ces marchés-là, parce que déjà, on peut parler de la confirmation, en quelque sorte, de cette tendance. J'en ai parlé, en fait, je m'attendais vous pouvez revoir la vidéo précédente, que je m'en doutais que ce niveau ne va plus tenir. Et par contre, cette fois-là, on n'a vu que des bougies vertes, en fait, on a remonté en flèche, soutenu par les bonnes publications des GAFAM, bah, la plupart des GAFAM. Et maintenant, nous arrivons au premier niveau assez fort, autour de 1400, 4200 pardon, points. Mais pour moi, avec un mouvement d'une telle ampleur, on peut facilement atteindre 4003. Après 4003, nous arrivons vraiment au niveau de la moyenne mobile de 100 jours. Et là, il y aura un petit peu de la bataille. Pour moi, le scénario que moi je vois à très court terme, pour ceux qui tradent, mais encore une fois, je ne suis pas un expert, je n'ai pas le droit de donner d'investissement, ou des conseils d'investissement, pardon. Donc là, ce que je vous transmets, c'est tout simplement ma vision personnelle. Seule chose que je fais, je précise quand je mets de l'argent, je vise mon argent sur ces scénarios ou pas. Donc sur ce scénario dont je vais vous parler, je ne mets pas en centimes parce que en gros, je ne suis pas un trader de court terme. Pour moi, le plus probable serait à court terme le retour sur les 4000 points, parce que c'est vraiment techniquement le plus logique. On devrait normalement avoir une avalanche encore des publications la semaine prochaine et la semaine d'après. Et les entreprises qui vont publier, ce sera les entreprises qui sont un petit peu plus sensibles à la conjoncture actuelle. Donc les déceptions seront très très probables, et ça permettra d'un petit peu prendre de l'air, hein, se reposer sur cette tendance haussière, revenir vers les 4000. Mais pour moi, ce niveau ne va pas va tenir cette fois-là, parce que maintenant notre résistance de 4000 est devenue en support, mais en plus en support très puissant. Et dans ce cas-là, on va repartir la moyenne mobile de 100 jours. Voilà, en gros, c'est ça mon scénario. C'est la correction la semaine prochaine, très probablement, mais je ne mise pas mon argent dessus. Mais ça ne remet pas en cause le mouvement haussier que nous avons vu cette semaine. En gros, pour moi, la court terme, c'est ça mon scénario de base. Ensuite, une fois qu'on atteint 4003, là, ça va être assez intéressant. Parce que pour aller au-delà de 4003, il faudra des bonnes nouvelles. Et là, je pense qu'on aura la publication
des CPI. Des CPI, déjà, cette fois, ça sera pour le mois d'août, j'imagine, le mois de juillet. Parce que moi, les marchés et moi-même, on s'attend tous à une publication beaucoup meilleure des chiffres d'inflation parce que les prix des matières premières ont baissé. Bon, ils n'ont pas baissé comme sur des niveaux avant la guerre en Ukraine, mais dans tous les cas, ils ont baissé sur des niveaux qui sont beaucoup plus raisonnables qu'ils étaient en mars ou choses comme ça. Voilà, donc pour moi, ça sera pas une surprise, le marché l'anticipe, mais par contre, si jamais c'est une déception, dans ce cas-là, ça va être une grosse chute. C'est vrai que dans ce cas-là, on peut revenir retester 4000 points, et là, je ne saurais pas vous dire ce qui va se passer. Mais si suite à la baisse des prix des matières premières, l'inflation va diminuer, dans ce cas-là, ça sera une excellente surprise pour les marchés financiers. Et ça permettra éventuellement de dépasser ce niveau de 4300 points sur S&P 500. Ensuite, il y a un risque. Il y a un risque qui peut remettre en cause toutes ces projections techniques. Et ce risque, encore une fois, c'est géopolitique. Malheureusement, je vais faire une vidéo à part pour ne pas vous saouler, pour ceux qui n'aiment pas la géopolitique, mais parce que la guerre en Ukraine, elle rentre dans une nouvelle phase, et une phase qui peut tout changer, qui va revivre encore une fois les débats sur l'utilisation des armes nucléaires. Pour moi, ça va être vraiment très très important à surveiller cette situation-là parce que le marché ne s'attend pas à ça. Et ça, c'est paradoxal, mais c'est le marché, maintenant, il a oublié un tout petit peu la crise en Ukraine, il le voit uniquement comme un risque pour les prix du pétrole et les prix du gaz. Parce qu'on parle de l'hiver difficile en Europe, ce qui sera certainement le cas, malgré les promesses de Vladimir Poutine que personne n'y croit. Donc moi, je ne croyais jamais, donc maintenant, les autres n'y croient pas non plus. Mais euh, pour, aujourd'hui, les marchés voient ce conflit de point de vue purement pragmatique, donc les prix de matières premières. Si la guerre s'arrête, ça va faire un énorme apaisement. Si la guerre, on va dire, s'il y a une escalade dans la guerre en Ukraine, les prix vont remonter. C'est comme ça que voit le marché. Mais par contre, il y a un autre risque, qu'aujourd'hui, la Russie, bon, pour moi, il a déjà perdu, mais en tout cas, les dirigeants de la Russie commencent à réaliser la perte. Et quelle sera leur réaction? Comment Vladimir Poutine va encaisser cette perte? C'est une grande question. Après, c'est très difficile d'anticiper tous les possibles déroulements politiques, parce que ça, c'est de la pure politique, encore une fois. Mais pour moi, les menaces d'utilisation des armes nucléaires, elles sont très importantes. Je ne veux pas vous dire tout, parce que je préfère que vous regardiez la vidéo sur la géopolitique que je vais essayer d'enregistrer demain et publier peut-être durant la semaine prochaine. Voilà, donc pour moi, il y a ce risque géopolitique qui n'est pas du tout à oublier et qui peut tout changer, qui peut nous faire revenir dans notre canal baissier et continuer encore la baisse jusqu'à 3004, 3002, voire 2005. Pourquoi pas, ça dépend de l'ampleur du conflit. Mais encore une fois, soyons optimistes, ce que j'essaie de toujours faire, et soyons en ligne avec le consensus dominant des marchés. Le consensus dominant des marchés, qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Le consensus dominant au début de février, c'était qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine non plus. Donc il faut savoir reconnaître que le marché n'a pas toujours raison et ses anticipations ne se réalisent toujours pas forcément. Voilà, grosso modo, pour finir sur l'analyse technique, nous pouvons être tranquilles jusqu'à 4300 points, ce qui reste quand même encore une certaine marge de hausse, même s'il ne reste pas grand-chose, il ne reste 150 points. C'est probablement pas forcément la marge suffisante pour faire de gros profits. Et encore une fois, si je reviens sur le sujet de ma vidéo précédente, où je disais que aujourd'hui, malheureusement, il faut prendre le risque et se mettre en avance, parce que quand vous allez connaître des faits, ça sera trop tard. Voilà, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et c'est avec ça qu'il faut vivre et à apprendre à anticiper les tendances boursières, ce qui n'est pas toujours évident, bien évidemment. Bon, je fais beaucoup du blablabla aujourd'hui, je vais passer directement sur les publications des GAFAM. Je vais vous répéter encore ce que je disais dans toutes mes précédentes vidéos, je pense depuis le lancement de la chaîne, que moi je considère que les GAFAM, ce sont des vraies valeurs value. C'est paradoxal, mais pour moi c'est le cas. Ce sont des valeurs qui génèrent énormément du cash. C'est vrai qu'il y a parfois des l'excès de valorisation, même si je trouve qu'ils n'ont jamais été excessivement valorisés, bon, par rapport à leurs profits
il n'était jamais excessivement valorisé. Je sais qu'il y en a certains qui ont beaucoup baissé, mais dans tous les cas, même au plus haut, même si vous prenez le cours le plus haut, leurs multiplicateurs n'ont jamais été trop chers. Donc il était assez gourmand, c'est sûr, mais par rapport à la qualité de ces dossiers, ça n'était pas très cher. Donc là, j'ai vu des multiples bien plus ridicules que on a vu sur Google, sur Amazon, sur Facebook, etc., etc. Donc pour moi, ce sont des valeurs de grande qualité. C'est pour ça que je les regarde de très très près. Quel était le contexte avant les publications des GAFAM pendant ces trimestriels? En gros, tout le monde anticipe la récession, tout le monde sait plus ou moins qu'elle est déjà présente, et en plus le PIB qui a été publié en dessous des attentes, donc PIB américain, donc ça confirme en quelque sorte le ralentissement très fort en économie, et donc du coup les marchés ont, comme encore une fois je vous dis, ont anticipé, ont tout anticipé, ils ont fait déjà baisser les titres de tous les GAFAM parce qu'ils s'attendaient que dans cette prochaine publication on va retrouver l'impact de cette récession. Bref. Et ce qui était le cas, honnêtement, c'était le cas. Donc, vous voyez le rouge. Donc, comment il faut lire toujours les trimestriels? En gros, il y a la publication passée, il y a le consensus des analystes et il y a le chiffre qui était effectivement publié. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Quand c'est rouge, cela veut dire que la publication elle était pire que les analystes, le consensus des analystes s'attendait. Donc, comme vous pouvez voir, pour Google qui a explosé à la bourse cette semaine, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. Donc, mais du rouge pas vif, franchement, parce que quand vous regardez le earning per share, c'est le bénéfice net par action, bénéfice par action, euh, c'est euh, c'est très proche par rapport au consensus. Et pareil pour le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment, on est en quelques centimes près. Bon, quelques centimes, ça c'est en milliards. Donc vous imaginez à quel point ces entreprises sont riches. En fait, de quoi on parle vraiment. Certains disent que c'est des entreprises qui vont chuter, je ne sais plus combien, ils vont diviser par deux. Mais je ne comprends pas comment ces entreprises peuvent être divisées par deux. Or, évidemment, le scénario d'un risk-off total, style une guerre, je ne sais pas quoi, un vrai Black Swan. Mais dans tous les cas, dans les situations plutôt normales, je ne vois pas pourquoi elle devrait baisser, parce que dès que ça atteint un certain niveau, un certain multiplicateur, il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des fonds qui vont les acheter, parce que ce sont des entreprises qui ont une visibilité incroyable, ils ont des profits incroyables, ils ont des rentabilités aussi incroyables. Et donc du coup, quand les investisseurs ont vu que finalement c'était pire que prévu, mais vraiment à quelques décimales près, ils se sont dit, voilà, donc là on va repartir, on va les racheter. En plus, le discours des dirigeants de ces entreprises il était plutôt positif. Certes, ils assument qu'il y a un ralentissement, certes que les recettes publicitaires sont impactées, ce qui est le cas pour Google, ce qui est le cas pour Meta, ex-Facebook, mais par contre, voilà, la différence entre ce que s'attendaient les analystes et ce qui était effectivement publié n'était pas si importante que ça, parce que les marchés ils avaient peur qu'il y aura une vraiment mauvaise surprise. Donc du coup, évidemment, sur Google, Alphabet, c'était une très très belle semaine boursière. Par contre, au niveau de la technique, on a une limite quand même qui est déjà très proche à 120 dollars. Donc n'oubliez pas que Alphabet a fait le split encore une fois. Donc 120 dollars, ça correspond à une nouvelle quantité d'actions en circulation. Et donc là, on a atteint déjà presque ce niveau-là parce que la majeure partie de ce mouvement, elle a été déjà réalisée. Donc vous voyez, bon, encore une fois, je n'ai marre de me répéter, ce que je disais dans dans la dernière vidéo, c'est que vous êtes obligé de trader les anticipations. Quand on était là, quand c'était une vraie opportunité sur Google, il fallait prendre le risque, il fallait prendre une décision. Est-ce que ce seuil technique allait être cassé ou pas avec cette publication? Et c'était un vrai enjeu. Parce que là, quand on était là, ça c'était avant les publications, donc là on était proche de 100 dollars. Donc, parce qu'on ne le savait pas encore, qu'est-ce qu'il va publier? Peut-être que c'est une catastrophe, peut-être que ça va chuter, peut-être qu'on va casser le support et baisser encore plus bas. C'était tout sauf évident. Et maintenant, c'est trop tard. Donc, vous voyez, donc, si vous voulez vraiment prendre des gros profits, il faut être visionnaire. Je sais que c'est pas évident. Et c'est pour ça, d'ailleurs, là, je vais faire un cours un petit peu de philosophie, que les investisseurs long terme, les bons pères de famille qui pratiquent l'investissement régulier, donc chaque mois ils mettent de l'argent sur tel ou tel actif, souvent ils surperforment les gérants actifs. Pourquoi ça se passe comme ça? Bah, tout simplement parce qu'en appliquant cette stratégie, grosso modo, ils sont tout le temps présents dans le marché. Donc,
c'est vrai qu'ils n'anticipent rien, mais en gros, ils vont acheter à ce niveau-là, mais ils vont acheter au milieu, ils vont acheter au plus haut, et donc finalement, la moyenne ne sera pas si moche que ça. Donc, mais si vous êtes plus court terme, si vous êtes un swing trader, ou bien encore le trader, bon, day trader, c'est encore autre chose, c'est encore notre métier, mais dans tous les cas, si vous investissez, on va dire à moyen terme, ce qui est le cas pour la majorité écrasante des investisseurs, si vous pensez que ce n'est pas votre cas, faites un petit peu l'analyse rétrospective. Combien en moyenne vous détenez une ligne dans votre portefeuille? Vous allez vite réaliser que vous n'êtes pas du tout long terme comme Warren Buffett et quand vous vouliez peut-être être au tout début de votre parcours d'investisseur, que en moyenne, les particuliers, ils gardent l'action entre 6 mois et 1 an. Encore, je parle des investisseurs qui pratiquent l'investissement plutôt, on va dire, plutôt conservatif. Donc ouais, il faut aussi faire ce travail d'analyse de soi-même pour comprendre quel profil réellement vous êtes. Pas quel profil vous aimeriez bien être, mais quel profil d'investisseur vous êtes réellement. Parce que comment vous vous comportez quand vous voyez une perte importante, est-ce que vous êtes nerveux, est-ce que vous voulez vendre, etc. Donc il faut vraiment faire ce travail, surtout si vous êtes jeune, si vous vous lancez, ou jeune investisseur, je veux dire comme ça, si vous êtes en train de vous lancer en bourse, il faut toujours penser que nous sommes tous des humains, nous ne sommes pas des machines, et on ne va pas prendre les mêmes décisions quand la position elle est à moins 40% et quand cette même position elle est à plus 40%. Donc du coup, votre raisonnement ne sera pas le même. Voilà, donc du coup pour Google, je pense que déjà le plus gros du mouvement est fait, après il faudra casser 100 vents. Et encore une fois, ça va coïncider avec cette euh, correction que moi je peux imaginer sur les marchés avec le retour sur les 4000 points sur S&P. Donc on peut toucher sur 100 vents sur Google et aller chercher peut-être repartir vers 114 pour après entamer une tendance plus haussière vers les 130, etc., etc. Et tout dépendra évidemment du contexte macro. Voilà, c'est ça qui concerne Google. Donc moi je l'ai donc dans le portefeuille. Bon, en tout cas pour moi cette semaine c'était vraiment excellente, donc, comme vous pouvez imaginer, parce que pour moi Amazon c'est une de mes premières lignes dans le portefeuille, très importante position. Donc du coup j'étais très content aujourd'hui. Pareil pour les publications, moi je le regarde sur Investing. D'ailleurs, où est-ce que vous regardez les publications? Ça m'intéresse un peu, surtout pour les entreprises françaises. Je connais Zone Bourse, mais vu que je ne suis pas trop sur le marché français, je ne sais pas s'il y a des ressources gratuites. Donc ça m'intéresserait, mais juste comme ça pour compléter un peu mes vidéos éventuellement. Sur Amazon, c'est pareil. Donc, vous voyez une déception sur earning per share. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, le marché il regardait plus le chiffre d'affaires. Le résultat, c'est bien parce que mais le résultat, ça prend aussi en compte les processus qui se passent au sein de l'entreprise. Donc, du coup, il y a de l'impact, par exemple, des différentes pertes non récurrentes, etc., etc. Donc, combien de coûts ils avaient. Par contre, le chiffre d'affaires, ça représente effectivement la conjoncture. Parce que le chiffre d'affaires, c'est vraiment brut de brut, c'est ce qu'ils ont vendu. Et donc, le chiffre d'affaires était meilleur que prévu, donc du coup, c'était une explosion à la hausse. C'est logique. Encore une fois, c'était très logique. Microsoft, je ne vais même pas trop passer parce que, vous savez, c'est une entreprise, je pense qu'elle est vraiment meilleure au monde, je le dis tout le temps. J'ai beaucoup d'actions Microsoft aussi, de mémoire, je crois que c'est ma deuxième ou troisième. En fait, ils sont assez proches dans mon portefeuille Amazon et Microsoft. Et donc, Microsoft aussi, il a bien monté cette semaine, mais par contre, il n'a pas trop baissé même. Pendant la crise, il n'a pas baissé tant que ça. Donc, c'est légèrement chouïa en dessous des attentes des analystes, mais encore une fois, c'est un peu comme pour Google, ça n'a rien changé. Pour Meta, par contre, toujours, certains disent que je suis trop optimiste. Et là, c'est intéressant parce que sur Meta, c'est un des actifs où le marché, pour l'instant en tout cas, ne me donne pas raison. Parce que là, je frimais déjà assez, je pense, dans cette vidéo. Là, on va parler des choses sur lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas raison. Et donc là aussi, la publication elle était en dessous des attentes, mais encore une fois, mais vraiment ridicule. Tandis que cette entreprise, elle est en pleine transformation. Cette entreprise vraiment en train d'investir massivement dans le metaverse. Ça va être une nouvelle entreprise bientôt.
Et pourtant, même pendant cette période-là, ils ont perdu que dalle. Donc imaginez à quel point ce sont des entreprises qui sont capables de générer le cash. Et sur Meta, évidemment, bon, ceux qui sont avec moi, ceux qui croient à Mark Zuckerberg et ses projets, c'est vrai que les valorisations n'ont rien à voir. Donc vous voyez, donc là on est super bas. On est vraiment proche des niveaux de Covid en fait, quoi. Donc là avec des gros volumes, là on est en train de tester les résistances. Il y a une possible baisse même vers les 130, 137, 138. J'ai un petit peu du mal à croire, mais qui sait, on va voir. On va vite fait regarder les fondamentaux parce que justement c'est ça que je trouve le plus hallucinant sur ex-Facebook. Déjà, regardez le Guru Focus Score, 92 sur 100, donc c'est vraiment un des tops de top. Ah, d'ailleurs, vous savez, dans les abonnements que je vais lancer au mois d'août, je vais avoir un screener des meilleures entreprises selon les différents systèmes de scoring. Donc, il y aura un système de Piotrowski, voilà ce que vous voyez ici. C'est assez difficile d'accéder sans que vous ayez les souscriptions payantes souvent très chères, comme Guru Focus par exemple. Je vais avoir aussi Guru Focus, donc du coup je vais faire une intersection entre les différentes modèles de screener. Altman Z-Score aussi, Benesch, mais moi ça c'est un peu différent par contre, parce que ça c'est vraiment très ciblé sur Altman Z-Score, c'est la probabilité de faillite, et Benesch M-Score, c'est un ratio pour estimer la probabilité de manipulation comptable. Donc du coup je vais faire un scoring plus général, et en plus il y aura mon système de scoring à moi, qui sera secret. Donc voilà, donc j'ai droit aussi de garder un peu mon savoir-faire. Et je vais croiser tous ces systèmes de scoring pour vous sortir les top 5, je pense, des valeurs qui sont en ce moment les plus intéressantes de point de vue de ces systèmes automatiques d'analyse du bilan fondamental. Voilà, donc en gros, on va regarder les marges, 80% de marge brute, donc vous voyez, donc c'est pas mal quand même. Forward PE, donc cela veut dire que ce qui est attendu par les analystes au niveau de PE ratio, qui est proche au PE ratio actuel, c'est de 14. C'est le niveau des sociétés value, un peu comme du pétrole, etc. Price to sales, c'est une société de croissance, une société qui croît quand même assez vite. Donc le price to sales, il est où, voilà, il est 3,7, c'est vraiment pas beaucoup pour une entreprise de ce profil. Et EV/EBITDA, ça c'est le ratio de valeur entreprise. Valeur d'entreprise, c'est quoi? C'est le valeur marché, market cap, plus la dette. Plus la dette nette, et moins le cash. Donc en gros, ça représente la valeur du business model. Et 8, c'est vraiment donné. Franchement, c'est super rare que je vois les entreprises de telle qualité. EV/EBITDA moins de 20. Par exemple, EBITDA pour MSFT, si vous regardez, et en plus, ce n'est pas la plus chère que je peux imaginer, je pense que ça va être aussi dans les 15, 16, 17, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle est bien plus valorisée. Elle est à 20, vous voyez, donc j'étais presque pile poil, donc elle est 20, c'est beaucoup plus normal, on va dire, pour les entreprises de cette catégorie. Et donc, je vais revenir sur Facebook, elle est où là? Voilà, Meta Plateforme. Mais pas très rapide, on focus. Et donc pour moi, cette entreprise, aujourd'hui, avec la ROIC, ça c'est un autre paramètre super important que je surveille, 32% de rentabilité. ROIC, vous pouvez comparer avec, si vous investissez dans l'immobilier, par exemple, dans votre rentabilité nette, avant impôt. Donc qu'est-ce que vous en pensez si on vous propose d'investir dans un appartement qui vous rapporte 32% presque? Je pense que vous n'allez pas hésiter, hein. Et donc, c'est la réalité de Facebook aujourd'hui. Si on prend leur profit actuel, donc après, ça c'est vrai que le ROIC, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est les analystes, c'est sans tenir compte de l'avenir. Mais si on prend en compte les anticipations des analystes, vous voyez, Forward PE, il n'est pas si loin de PE actuel. Donc même s'ils sont un chouïa pessimistes, mais ce n'est pas un pessimisme total. Donc vous voyez, cette entreprise, elle est vraiment extrêmement sous-valorisée. J'ai un petit peu du mal à comprendre. Je pense que c'est plus lié à la personnalité de Zuckerberg, peut-être à la fatigue des réseaux sociaux, de toutes ces problématiques de privacy. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui se croisent et que ça donne une image assez négative pour cette entreprise.
Mais pour moi, encore une fois, je vous dis un gros disclaimer que je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement. Ce que je vous dis, c'est tout simplement mon avis personnel et ça ne regarde que moi. Moi, j'investis dans Meta et même, juste pour vous dire à quel point je peux avoir tort, que moi, j'ai trouvé Meta intéressante quand elle était à 400 $. Donc, c'est ce que vaut ma parole. Donc, voyez, au moins, je suis honnête, je vous dis la vérité. Quand j'ai raison, je dis que j'ai raison. Quand j'ai pas raison, j'ai pas raison. Donc, je disais que sur Facebook, à 400 $, je ne le trouvais pas spécialement cher. Je ne trouvais pas que c'était une opportunité du siècle, mais je voulais l'avoir, même à ce prix-là, je voulais l'avoir. Et vous pouvez imaginer que moi, je veux bien l'avoir aussi à 159. Donc, c'est assez logique. Voilà, je pense que mes amis, que pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc, je fais un tour. Déjà, bon, la vidéo commence à être longue. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues et vous êtes en vacances. Je pense que vous voulez profiter du soleil. En plus, il fait chaud, surtout si vous êtes à côté de moi, dans le sud de la France. Dites-moi dans les commentaires où vous prenez vos vacances. D'ailleurs, ça serait intéressant de lancer un petit sondage sur Mindcash ou sur Telegram. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Telegram aussi, vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne Telegram, où vous passez des vacances, comment vous passez des vacances. J'aime bien, vous savez, j'aime bien de passer un peu quand les vacances arrivent, diversifier un petit peu le contenu pour parler un peu des choses un peu plus décontractées. Par exemple, quel livre lire pendant ces vacances. Livre pas forcément que sur la finance, mais sur la finance aussi, évidemment. Partager un petit peu cette mode de vie pour se connaître un petit peu mieux. Donc, et là, je vais faire quelques vidéos dans ce sens sur ma région, ma nouvelle région, sur la géopolitique. Ça va être moins joyeux, mais quand même, il faut qu'il faut diversifier le contenu, grosso modo. Ça, c'est pas très romantique comme phrase, mais en tout cas, il faut proposer, parler des choses différentes pour qu'on reste riche en informations, que l'information que je fournis sur la chaîne Mind Cash soit la plus pertinente et la plus complète. Voilà. N'oubliez pas, en like s'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance. En plus, c'est les vacances, peut-être qu'ils auront le temps pour regarder et peut-être faire partie de notre communauté. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche, profitez bien du soleil et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mind Cash. Bye bye.